Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à ce 8e épisode de Ben là. Ben là. Et cette semaine, on va parler de climat toxique en milieu de travail. Ben là. Ben là. Alors, pour inspirer mon podcast, souvent, je vais utiliser les faits d'actualité. Donc, je les prends un peu partout dans les journaux, la presse, le quotidien. Et cette fois-ci, je me suis inspiré de l'article de Caroline Labrie qui a été publié le 15 novembre dernier, qui s'intitule « Climat de travail toxique chez les pompiers de Saguenay ». Alors, normalement, je prends l'article, je vous le commente, mais là, cette fois-ci, je procède différemment. J'ai demandé à Caroline de venir nous en parler pour nous parler notamment des faits, de comment est-ce qu'elle a construit son article et tout ça. Et par la suite, une fois que nous aurons écouté cet entretien avec Caroline, je vais procéder à une brève analyse de la situation. Bien sûr, c'est une observation externe, c'est-à-dire que je n'ai pas moi-même parlé avec les gens, je n'ai pas fait d'intervention ou de diagnostic interne dans l'organisation du service de pompiers de Saguenay. Mais c'est une observation et je vais y aller quand même de façon générale parce que je ne veux pas non plus cibler ou pointer des gens de façon très précise. L'objectif n'est pas ça. C'est plus d'en retirer certains éléments qui, des fois, vont influencer la façon que nous allons gérer nos ressources humaines. Alors, voici notre entretien avec Caroline. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, normalement, ce que je fais dans mon podcast, j'utilise l'actualité comme trame de fond. Et je commente souvent l'article, souvent qui va toucher la comptabilité, la gestion, le marketing, bref, plein de sujets qu'on enseigne. Et là, il y a un article en début de semaine qui est paru mardi, en fait, 2 articles qui parlent de climat toxique. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit « je connais la journaliste ». Puis j'ai envoyé un petit message, j'ai dit « viens donc nous parler de ça ». Parce que normalement, je prends l'article, puis je relate les faits et je commente. Mais là, je me suis dit « écoute, c'est quelqu'un de la région, une très bonne journaliste que j'ai le privilège de connaître, comme je disais. Alors, je vous présente Caroline Labrie. Bonjour, Caroline. Allô? Comment ça va? Bien, ça va bien. Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui peut-être vont l'entendre, il y a des bruits ambiants actuellement parce qu'on est dans le secteur du Café Ambia, donc dans la nouvelle aménagement bibliothèque. On est comme au centre. On a pris le temps de s'installer confortablement en dehors d'un bureau. Donc, si des fois vous entendez marcher ou quoi que ce soit, ou d'autres bruits qu'on ne sait pas, bien, c'est pas nous qui sommes les responsables. On est bien assis, bien en selle. Donc, Caroline, j'aimerais ça que tu me parles, dans le fond, pour que les gens puissent te situer là, qui tu es, d'où c'est que tu viens, pourquoi tu es journaliste, c'est quoi ta formation? Donc, une multitude de questions. Bien, moi, j'ai un parcours vraiment très simple. Si je compare à d'autres gens, des fois, qui bifurquent, j'ai toujours voulu être journaliste. Du plus loin que je me rappelle, j'avais 6 ans, je pense, j'ai commencé à dire que j'allais être journaliste. Donc, je me suis inscrite naturellement en ATM au Cégep de Jonquière, puis j'ai fait la formation de journaliste. Puis, par la suite, j'ai fait mon stage en radio. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur. J'étais dans la station CHRL, qui est maintenant Planète à Roberval. Puis j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la radio. Donc là, tu faisais du journalisme à CHRL. Oui, c'est ça. Okay. Puis après ça, j'ai été engagée pour les stations Énergie 94.5 et Rouge maintenant, qui était Rock Détente à l'époque, 96.9. Puis j'ai passé 16 ans là, qui ont vraiment filé à la vitesse de l'éclair. Et l'année dernière, j'étais due, je pense, pour un changement. Donc, je suis passée du côté du quotidien. Donc là, je suis revenue à mes premiers amours qui sont l'écrit. Écoute, je te l'ai déjà écrit. Souvent, quand tu abordes un sujet, j'aime ta plume, j'aime la façon que tu traites les sujets. Puis honnêtement, puis je fais pas du favoritisme. Là, je trouve que dans la façon de traiter ton sujet, c'est différent de ce que je lis normalement, notamment dans le quotidien. Puis je pense que c'est un bel avantage parce que le style d'écriture journalistique, je pense qu'il faut que ça nous rejoigne aussi puis qu'on ait confiance. Puis je pense que dans ta façon d'écrire, on voit ces années de radio-là qui sont en arrière de toi dans la façon de traiter le sujet. Bien, merci. Puis oui, je pense que oui, même qu'au début, ça me stressait un peu parce que je fais pas des longues phrases.
Puis je pense que j'image beaucoup. Je mets beaucoup de citations parce qu'à la radio, il faut mettre beaucoup de citations pour que les gens comprennent bien. Tu sais, il n'y a pas de visuel. Donc, mais mes patrons me laissent vraiment aller dans ça parce qu'au départ, je me disais peut-être qu'ils vont me demander de changer un peu. Puis finalement, non, j'ai pas de nouvelles. Donc, quand on dit c'est quoi, pas de nouvelles, bonne nouvelle, ils doivent aimer ce que je fais. Ah, c'est bon. Donc, le titre du front page, dans le fond, c'était Climat toxique chez les pompiers de Saguenay. Oui. Comment ce sujet-là t'a été apporté en quelque sorte? Bien, en fait, c'est un pompier qui m'a écrit. Ça a commencé comme ça il y a peut-être un mois. Donc, j'avais dans ma boîte courriel, je savais même pas que c'était un pompier. J'avais juste quelqu'un qui m'avait écrit « Bonjour, je suis telle personne » avec un numéro de téléphone. Donc, j'ai appelé, évidemment, j'étais curieuse. Mais là, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber quand tu as ce genre de truc-là qui tombe dans ta boîte courriel, parce que ça arrive de temps à autre. Mais là, cette fois-là, je me suis assise avec cette personne-là, ce pompier-là. On a passé 1 heure à jaser ensemble. Puis là, j'ai compris qu'il se passait de quoi là, au service incendie. Mais évidemment que c'est le type de dossier que personne ne veut parler à visage ouvert ou avec son nom parce qu'on veut protéger l'identité parce que c'est un climat toxique, donc on se doute qu'ils vont être réprimandés. Donc là, j'ai expliqué à ce pompier-là que oui, il y avait quelque chose à faire avec ça, mais il fallait qu'il y ait beaucoup de ses collègues qui acceptent de me parler. Parce que je ne pouvais pas partir avec seulement 1 ou 2 témoignages. Là, c'était Parce impossible. Parce qu'à ce moment-là, si quelqu'un je sais pas moi, est insulté ou quelqu'un est fâché, il pourrait se retourner vers son organisation pour faire sortir n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. Donc, tu as eu plusieurs sources. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est ça. Le contact numéro 1, il m'a fait avancer là-dedans, me donnait des numéros, des noms de gens qui acceptaient de me parler. Donc, au final, j'ai parlé avec une douzaine là, de pompiers. Puis j'ai eu des pompiers temporaires, permanents et retraités. Donc là, je couvrais vraiment là, l'entièreté là, du type d'emploi. Là. OK. Donc, dans les faits de l'article, tu parles de climat toxique. Alors, peux-tu nous relater un peu les événements là, que tu as parlé notamment dans ton article? Bien, en fait, c'est ça. Ça découle beaucoup des temporaires, des pompiers temporaires à la base, parce qu'ils ont un système qui est difficile à comprendre dans la liste d'ancienneté. Dans la majorité là, des entreprises ou même des institutions, le dernier rentré, c'est celui qui se fait appeler en dernier sur la liste. Mais chez les pompiers, comment ça fonctionne? C'est que peu importe où tu sois dans la liste, ils divisent les heures équitablement. Donc, ça c'est conventionné, ça, dans leur... Oui. Sur papier, ça peut paraître intéressant, sauf que dans les faits, les pompiers, ça peut prendre 15 ans, 18 ans avant qu'il y ait une permanence. Sauf que dans leur façon d'obtenir... Puis si des fois j'ai des questions trop techniques que tu ne sais pas, c'est pas grave, là, mais dans la façon d'obtenir leur permanence annuellement, dans le fond, même s'ils sont temporaires, ils font du temps plein. Bien, ils font du temps plein à certains moments de l'année. OK. Ils ne sont pas comme ça. Non. Puis, par exemple, on y va avec un chiffre fictif. S'ils ont 10 000 heures à partager dans l'année au temporaire, bien, les 40 temporaires, on va diviser le 10 000 heures en 40. Okay. Donc, à partir de là, ces gars-là, parce que la majorité, c'est des hommes, ces gars-là, ils se retrouvent dans un système où ils doivent toujours répondre parce que sinon, les heures leur filent sous le nez. S'ils ne répondent pas à l'appel, ils perdent automatiquement les heures qu'on leur a on voulait leur proposer, mais on les ajoute quand même parce qu'on leur a proposé. OK, donc dans le fond, dans leur offre d'heures, même s'ils ne l'ont pas fait, mettons, tu as un bloc de 10 heures qui t'a été proposé, étant donné soit que tu n'as pas répondu ou que tu n'as pas accepté, on t'les attribue quand même. Ah, ouais. Donc là, il y a des fois, c'est pour un 3 heures, mais il y a des fois, c'est pour un remplacement d'une semaine qui est 40 heures. OK. Donc, ça part un peu de ça qu'eux se sentent coincés là-dedans. Et là, après ça, on m'a expliqué différentes façons de faire, vraiment des enquêtes administratives abusives, des façons de se faire répondre aussi. Tu sais, la réponse est souvent de l'état-major, si tu n'es pas content, la porte est juste là. Donc, des façons de faire, comme me disaient les pompiers, qu'on voyait peut-être ça il y a 10-15 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est acceptable? Bien, la question se pose, surtout dans un service municipal, un service public. Dans tes sources, dans le fond, est-ce qu'ils étaient plus jeunes, retraités? À quel niveau ils se situaient? Là? La majorité, on parle vraiment d'hommes de 35,
40 ans, qui sont OK. rendus pères de famille, OK. puis qu'ils ont tous 2 ou 3 emplois parce qu'ils sont pas capables de vivre. Oui, puis à cet âge-là, tu conviendras avec moi que tu veux te bâtir quelque chose. Tu sais, Oui. tu veux investir C'est ça. dans ta maison, dans tes affaires, tu veux une certaine stabilité, Mhm. surtout quand tu as aussi une progéniture qui te suit. Oui, ils l'ont pas. Et ils l'ont pas, cette stabilité-là. Et là, certains me racontaient, c'est arrivé, on est dans le monde où on est, là, il y a beaucoup de familles reconstituées, beaucoup de familles éclatées. Donc, des gars que ça sont avec leurs enfants à la maison, la nuit, se font appeler pour un call. Ils peuvent pas y aller, là, c'est des petits. Ben là, il faut que tu prouves que tu ne pouvais pas aller le porter chez une gardienne. Enquête administrative là-dessus. Ils se font talonner là, toujours, peu importe le travail qu'ils font, peu importe la décision là, qui est prise. Donc là, ils t'ont contacté parce que la loi de l'Omerta fait fi de tout actuellement. Là, ils sont dans un contexte de négociation de convention collective. Est-ce que tu penses que c'est un de leurs moyens d'essayer de faire bouger les choses auprès de l'employeur? Le syndicat, non. OK. Même que le syndicat, au départ, n'était pas très chaud à l'idée là, de ce qui se passait. OK. Les gars, entre eux, peut-être. Puis peut-être qu'eux se sont dit c'est le moment ou jamais de faire sortir ça. Mais c'est sûr que le premier contact que j'ai eu avec le syndicat, eux trouvaient ça difficile que ça sorte à ce moment-ci. Donc, parce que ça pourrait amener de la turbulence. Bien, ce qui ne voudrait pas nécessairement un contexte de négociation. C'est sûr. Parce que je sais que j'ai l'article Les parents en début de semaine et je sais qu'en début de semaine, il y avait des rondes de négociation. Donc, c'est sûr. Je me mets à leur place, ça devait pas être super... c'est sûr qu'il devait avoir des matins plus faciles que cette semaine. Que ce matin-là, oui. Est-ce que tu penses qu'avec ce que tu as entendu, est-ce que la culture trop hiérarchisée, trop autocratique est quelque chose qui est malsain, en fait, qui contribue un peu à ce climat toxique-là? Je vais être vraiment honnête avec toi, je ne connais pas le monde des pompiers. Okay. Fait que je ne sais pas, est-ce que c'était comme ça il y a 20 ans, puis ça a évolué dans les autres services. Puis eux, ce qu'ils me disent, ça reste que au Québec, tous les mondes sont petits. Donc, ces pompiers-là, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont des amis dans d'autres casernes. Dans d'autres casernes, mais comme à Québec, à Lévis, Montréal, et c'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. Donc, ou est-ce que c'est les décisions de quelques personnes à la tête aussi? Ça, je peux pas savoir. Et du côté de la direction, on n'a pas eu de commentaires. Vous n'avez pas eu de commentaires. Penses-tu qu'ils vont réagir à un moment donné sur cette situation-là? Ou... Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est en négociation. Okay. Donc, on ne veut pas commenter. Mais, sauf que la question se pose, là, est-ce qu'on parle de négociation rendu là? Parce qu'on parle d'un climat de travail toxique. On parle de régime de terreur. On ne parle pas de augmenter le salaire, puis gérer les horaires. Donc, peut-être qu'à un certain moment donné, ils n'auront pas le choix de parler. On parle dans le fond, tu parles principalement de l'ambiance de travail. Ouais. Comment ça se déroule. Dans le fond, ça pourrait être plus trippant de rentrer à job. Là. C'est un peu ça. Les gars me l'ont carrément dit. On dit c'est pas le fun à la caserne. À la caserne, ils m'expliquaient que ils peuvent même pas avoir un ballon de basketball pour jouer un peu au basket quand toute la job est terminée. T'sais, on s'entend que le travail de pompier, il y a beaucoup de travail à faire, mais à un certain moment donné, tu arrives dans ton corps de travail, tu attends. Tout à fait. S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu, puis toute ta job est faite. Non, c'est vrai. Donc, puis quand ils ont fait leur préparation, puis je présume qu'ils doivent aussi se tenir en forme. Sauf que ce qu'ils ont le droit de faire pour se tenir en forme, ils ont un petit gym dans la caserne. OK. Moi, j'en ai vu un dans une des casernes que je suis déjà allée visiter, puis c'est vraiment très simple, là, mais ils ne peuvent rien faire d'autre. Il y en a un, il me disait, on court dehors, autour de la caserne, en cachette. Ah, ouais. Il y a un autre, il disait, à Québec, ils sont pris des jeux de spike ball. Donc, il dit, un matin, je me suis dit, je vais en amener un. Il dit, le lendemain, il y avait une note de service, interdiction de spike ball. Ah, ouais. Donc, ça, c'est pourquoi qu'on fait ça. La question peut se poser. Puis, tu sais, notre rapport au travail aujourd'hui, tu sais, c'est le fun d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Puis, tu sais, il y a des métiers un peu conventionnels comme pompier, policier, avocat. C'est souvent, les gens vont le faire par conviction puis par plaisir. Puis là, ben, tu sais, ils veulent être utiles à leur milieu. Donc là, c'est sûr que si tu arrives dans un... Tu as cette vocation-là, puis tu arrives, ton milieu de travail est effectivement toxique,
ou un régime de terreur que tu ne peux pas te sentir à l'aise, comment est-ce que tu peux bien faire ton travail? Tu sais? C'est arrivé, ils ne veulent pas parler là, de mobilisation, parce que ça aussi, c'est pas le syndicat là, qui a calé la chute. Mhm. Mais en septembre, il y a eu des portes ouvertes de la caserne à Chicoutimi-Nord. Puis, tous les pompiers temporaires ont refusé de travailler cette journée-là. OK. Quand ils se faisaient appeler, ils disaient non. Et ce qu'ils m'ont dit, parce que moi, j'avais eu cette information-là d'un autre, donc là, j'ai posé la question à ceux à qui je parlais, puis ce qu'ils m'ont dit, c'est moi, je n'irais pas faire semblant et dire aux petits gars que c'est le fun d'être pompier à Saguenay. Donc, j'avais pas envie d'être là. OK. Ça, je trouvais que ça voulait dire ça quand frappe. même beaucoup. Ouais. Ça frappe beaucoup parce Ouais. que quand tu peux, tu sais, quand tu fais une porte ouverte, tu sais, veux pas, tu es fier de montrer ton environnement. Donc là, si tu fais fermer la porte, puis aussi, il faut voir que la position temporaire, peu importe le métier, là, quand tu es temporaire dans une organisation, c'est souvent la position la plus difficile. Mhm. Puis là, dans ce que tu écrivais, il y en a que ça faisait 7, 8 ans, 10 ans qui étaient temporaires. Il y en a qui avaient 12 ans, 12 ans temporaires. 15 ans. 15 ans. Ouais. Non, mais tu sais, ça fait 15 ans que tu es temporaire. Tu sais, à un moment donné, aussi dans ta façon de voir ta permanence, surtout que je pense que tu relatais qu'il était en sous-effectif avec des comparables là, de d'autres casernes. Là. Bien, en fait, C'est ce que t'avais dit, c'est parce que selon le schéma de risque, Mhm. ils sont corrects. OK. Ils respectent les paramètres. Ils respectent les paramètres. Ça, faut vraiment le dire. Là, OK. Ils respectent les paramètres. Mais après ça, ce que les pompiers me disent, c'est qu'ils jouent sur certains chiffres dans les casernes. OK. Mais là, moi, j'ai pas eu la version de la direction, donc je ne peux pas aller plus loin par OK. rapport à ça. Mais sinon, le schéma de risque, je l'ai repris, je l'ai relu, et selon le schéma de risque, ils respectent le schéma. OK. Parce qu'il ne faut pas non plus faire peur à la Non, population non, ça c'est sûr. avec les services. Là. OK. Donc, eux autres, dans le fond, il y a une façon de le gérer. Dans le fond, il n'y a pas de validation là, du côté de l'employeur. Ensuite, il y avait, en fait, la direction, je pense, a reçu une formation en ressources humaines. Tu as vu de Oui, l'information on a eu l'information que la direction a reçu une formation en ressources humaines en 2021. OK. Donc, on peut comprendre que la direction générale était quand même au courant de certaines problématiques. Après ça, ben, je ne sais pas comment ça s'est déroulé là, dans les casernes. OK, donc il n'y a pas eu le climat toxique, comme un an après, quasiment. Tu sais, normalement, quand tu as une formation en ressources humaines, tu vas chercher de quoi. Mais ça, c'est moi qui le dis, pas toi. Oui, ça, là, tu connais mieux le C'est moi. domaine que Ça, moi. Mais... Ça, je m'amuserai tout à l'heure dans cette analyse-là. Ensuite, on parlait d'effectifs réduits, on en a parlé. Je t'ai posé des questions sur la convention. En fait, le contexte de négociation, je pense que c'est assez clair que c'est une action qui vient vraiment d'employés et non du côté syndical pour mettre de la pression. De base, oui. Exactement. On a parlé un peu du contexte temporaire. Y a-t-il d'autres éléments de l'article, de ce que tu as perçu dans tes entrevues que tu trouves que ça rajoute? On devrait savoir, là, par exemple, des étudiants en comptabilité ou en gestion, des éléments techniques là, sur la façon de faire leur travail. Moi, j'ai parlé à des gens qui sont désillusionnés. J'ai parlé à des gens qui sont démotivés. Un, entre autres, m'a dit, depuis cet été, il dit, ma lettre de démission est écrite, puis il dit, elle est dans mes affaires, fait que quand je déciderai, je vais aller la porter. Si j'étais gestionnaire, ça me ferait de quoi C'est sûr. d'entendre ça. Mm-hmm. Mais là, rendu là, c'est de voir qui va gérer tout ça. Là. Dernière question sur le sujet, est-ce que le fait, parce qu'il y a eu le gros feu à Kenogami dernièrement, est-ce que la situation des temporaires a amplifié la problématique? En fait, oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'avais commencé mon travail d'enquête avant cet incendie-là. OK. Dans le fond, le pompier qui m'a contacté, c'est un bon 2 semaines avant ça. Okay. Là, je savais que c'était vraiment gros ce que je devais préparer. Puis, comme dans n'importe quelle organisation, on est... aussi par moment effectif réduit au quotidien. Ouais. Je pense que ça, c'est partout. Ben, écoute, ça arrive partout. Là, je pourrais t'en rencontrer. Donc, moi, aussi. j'ai pas été libérée pour faire seulement ce sujet-là. Tu sais, je le faisais à travers les autres sujets, mais là, je prenais mon temps, puis je parlais avec les gars, tout ça. Et il est arrivé, cet incendie-là. Et il y a certains médias qui en ont parlé, qui ont fait ressortir ça. Donc là, c'est sûr que ça a suscité une première grogne.
Mais là, moi, j'avais déjà beaucoup de matériel et là, je savais que j'étais sur le point de sortir mon article. Donc là, j'ai reparlé avec mes contacts, mes pompiers qui m'avaient parlé. Puis là, j'ai décidé quand même d'y aller là, parce que j'avais d'autres matériels que les autres médias n'avaient pas. Donc oui, ça a fait comme une bulle un peu médiatique pendant une semaine, mais c'était pas prévu, là, tout ça dans Mais mon... l'opportunité, en ce qui concerne l'actualité, était là. Oui. Et là, ben, tu avais un sujet qui était déjà construit avec du contenu qui avait, dans le fond, soutenu par Oui. des témoignages. Ça a permis de parler de, justement, lorsqu'il arrive des grands feux. Là, rendu là, ben c'est une version, une parole contre une autre parole. Parce que du côté des employés, du côté des pompiers, eux trouvent que ce type d'incendie-là, il faudrait sonner tout de suite l'alarme générale, ce qui fait en sorte que tu as beaucoup plus de pompiers qui arrivent en même temps. Les autres, ils me disent que les 30, 60 premières minutes, c'est critique, c'est les plus importantes sur un incendie. Alors que la gestion à Saguenay, c'est plutôt d'y aller par alarme. Donc, une alarme, c'est entre 10 et 15 pompiers. Donc, on y va par alarme. Donc là, ça, on le sent aussi que c'est un gros nœud. Mais ça aussi, je pense que c'est discuté... en fait, je pense pas, là, c'est discuté en égo présentement. OK. Bien, écoute, ça va être un sujet à suivre, Caroline. Je pense que oui. Donc, on pourra s'organiser. Ça nous donnera un bon prétexte de se revoir et d'en discuter. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ton article. Bien, merci puis, écoute, à toi. De toute façon, on va assurément se reparler d'un autre sujet dans un prochain podcast. Alors, merci, Caroline. Dans le fond, il y a plusieurs éléments qui ressortent un peu de ce qu'elle a dit. Notamment la fameuse liste d'appels qui, dans la façon d'attribuer les heures, peuvent causer des problèmes. Où est-ce que ça crée un malaise sur l'aspect des employés. Toujours cette obligation-là de répondre en tout temps. Sinon, ben, les heures sont attribuées quand même à la personne. Et ça, ben, veut pas, c'est une façon peut-être équitable de le faire. C'est une façon peut-être très je dirais, rigoureuse de l'appliquer. Mais je pense que c'est un élément qui peut causer et augmenter l'anxiété dans ce milieu de travail-là. Les fameuses enquêtes abusives et même la fameuse formation là, en ressources humaines que la direction a reçue. Je ne sais pas si une simple formation en ressources humaines est suffisante dans le cas où on a une philosophie de gestion qui est basé un peu sur les anciennes approches. Et aujourd'hui, en 2022, et même pour les prochaines années, dans les nouvelles générations, les modes de gestion des ressources humaines sont beaucoup plus axés sur la communication, sur l'échange. Et ça prend des leaders qui nous permettent justement d'encadrer puis de diriger les employés vers la bonne direction. Et ça, en respectant la personne que tu diriges en quelque sorte. Donc, il y a peut-être un écart à ce niveau-là qui est à réfléchir. La gestion familiale, difficile. Imaginez là, si ton employeur t'appelle et que tu as de la difficulté à faire garder tes enfants quand tu as une jeune famille, c'est des conditions qui ne sont pas nécessairement évidentes. Là, vous allez me dire, ouais, mais Benoît, sont dans une situation d'urgence, dans une situation où ça peut, on ne choisit pas le moment où il y a un feu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, dans l'équipe que tu construis ou dans l'équipe que tu as, tu dois aussi tenir compte un peu de cet arrimage-là entre la vie familiale et les conditions d'emploi. Souvent, et là je fais une parenthèse, souvent on est dans un milieu de travail où il y a une convention collective qui favorise un peu l'ancienneté, qui favorise aussi les gens qui étaient là avant et d'une certaine façon, c'est correct parce que les gens ont passé dans un système. C'est juste que des fois, c'est pas parce qu'un système est là depuis de nombreuses années que le système est encore actuel aujourd'hui. Notre société évolue, les générations changent et je pense que ces cadres-là qui touchent notamment l'ancienneté ou qui touchent certaines conditions doivent être rechallengés un petit peu. Question d'équité. D'équité non seulement pour ceux qui étaient là avant, mais aussi pour les actualiser avec ceux qui arrivent. Parce que la fameuse pénurie de main-d'œuvre où ce que les gens décident d'aller travailler ailleurs ou qui décident de changer de milieu d'emploi, ben, c'est sûr que quand tu es dans un milieu anxiogène, c'est pas nécessairement évident. Le contexte que Caroline nous parlait de l'omerta, donc la peur de parler, d'échanger, ainsi de suite, ça ne fait pas vraiment 2022. Donc, je vous dirais, il y a plusieurs éléments là, qui
qui confirme en quelque sorte que c'est un milieu de travail qui n'est pas nécessairement évident, qui n'est pas évident pour les employés. Et par contre, il y a tout le temps deux côtés d'une médaille. Hein? Deux côtés de médaille. Là, on a eu, je dirais, le côté des employés. Ça aurait été le fun d'avoir la réaction de la direction, de voir comment est-ce qu'eux voient ça, c'est quoi leurs contraintes de gestion. Parce que des fois, il y a un peu ça. Hein? Les gestionnaires vont prendre des décisions, vont travailler, vont prendre une direction en lien avec les cadres de gestion qu'ils ont et les obligations qu'ils ont également. Par contre, ça peut être problématique lorsqu'on ne sait pas nécessairement comment naviguer là-dedans et comment les faire évoluer. Bref, on verra qu'est-ce qui se passera dans ce dossier-là dans les prochaines semaines. Donc, je termine le podcast avec, si des fois vous êtes dans un milieu de travail et que vous vous dites, je suis dans un milieu qui est anxiogène ou que je ne me sens pas bien, j'ai quelques éléments que j'aimerais vous partager rapidement. C'est comme des indicateurs qui pourraient vous dire que vous êtes dans un milieu où vous n'êtes pas bien ou que c'est un milieu anxiogène. Première chose, si vous ne vous sentez pas bien, vous rentrez au travail et vous ne filez pas, ben, peut-être qu'il y a des conditions d'hygiène du travail, il y a peut-être des conditions je dirais, de cadre de travail qui vous rendent mal à l'aise. Alors, si c'est ça, ben, posez-vous la question, est-ce que je suis dans un bon milieu de travail? Est-ce que je peux me faire accompagner? Est-ce que c'est effectivement une problématique qui est du côté de l'employeur? Parce que des fois, il y a des emplois qui nécessitent de la pression, qui nécessitent des conditions de travail qui ne sont pas nécessairement évidentes. Souvent, les salaires et les conditions viennent avec. Et peut-être que nous, on ne fonctionne pas bien dans ce cadre-là. Si on s'aperçoit que le travail est trop volumineux pour ce que vous êtes capable de livrer, donc si on s'aperçoit que ça l'augmente, la pile de travail augmente continuellement, c'est peut-être un indicateur. On vous demande en fait trop de travail pour le laps de temps qui vous est alloué. Donc c'est tout le temps pour hier. On vous demande tout le temps le travail pour hier. Alors ça peut devenir problématique. Vous vous apercevez que vous devenez anxieux. Donc, tout le temps stressé, vous ne vous sentez pas bien, vous ramenez ça à la maison, vous n'êtes pas capable de décompresser. Vous êtes toujours en mode travail. Donc, ça peut être assez problématique. Vous voyez de l'intimidation, du harcèlement. Puis vous remarquez qu'il y a du manque de respect dans le milieu de travail. Des indicateurs que des fois, ce n'est pas un milieu qui est sain. Puis veut pas, ça a un impact sur notre travail, ça a un impact aussi sur notre état quand on est dans un milieu comme ça. Il y a beaucoup de patinage. Donc, les fameux oui-dire. Donc, quand ça patine, puis souvent, quand il y a des potins, c'est pas nécessairement tout le temps très bon. Vous constatez qu'il y a un manque de motivation dans votre équipe de travail ou dans les gens avec qui vous collaborez. Vous apercevez que, de façon générale, les gens ne sont pas motivés, sont plus hargneux, sont plus bêtes, sont négatifs. Donc, ça peut être problématique. Vous avez peur continuellement du congédiement. C'est un indicateur, ça. Quand on se sent tout le temps sur le bord de la porte. Puis, tu sais, des fois, tu donnes ton maximum, tu donnes ton travail, en fait, ton 100% au travail. Et tu as l'impression que c'est jamais assez. Tu reçois des courriels la fin de semaine, tu reçois des courriels le soir, tu reçois des textos. On dirait que tu te fais harceler parce que c'est jamais assez. Puis on n'a jamais le sentiment de satisfaction accomplie. C'est peut-être un indicateur que vous n'êtes pas dans un bon milieu de travail. Vous pensez justement juste au travail. Les communications sont très hiérarchisées, donc on n'aura pas nécessairement tout le temps l'information qu'on aurait besoin pour faire notre travail ou carrément la direction ne nous parle pas. Et ça, veut pas, la communication aujourd'hui, c'est un enjeu qui est très, 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 très important. Ce qui nous amène aussi à la culture du secret. Donc, quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de transparence ou qu'on entend tout le temps les nouvelles par les autres, ainsi de suite. On n'a pas le droit à l'erreur. On sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et je vous dirais, on va parler un peu de philosophie de gestion là, dans un cas comme ça. Quand on ne donne pas droit à l'erreur à notre équipe ou les gens qu'on dirige, on met comme un stop à leur évolution, à leur apprentissage. Donc, c'est important de laisser droit à l'erreur. Mais quand tu es dans un milieu où tu n'as pas le droit à l'erreur, à ce moment-là, ça peut devenir problématique. On cherche tout le temps des coupables, on pointe tout le temps du doigt les gens. Il y a un manque d'accompagnement à l'intérieur des organisations. Donc ça, c'est des indicateurs qui peuvent vous dire, OK, si ça arrive, là, si vous avez plusieurs de ces éléments-là qui vous rejoignent en quelque sorte, peut-être que vous êtes dans un milieu anxiogène, peut-être que vous n'êtes pas bien. Alors à ce moment-là, vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous. Si vous êtes dans un milieu syndiqué ou non, vous pouvez vérifier avec votre syndicat qu'est-ce que vous pouvez faire.
Vous pouvez demander, vous pouvez consulter justement des gens qui sont des professionnels en droit du travail, dans lesquels ils pourraient vous guider là-dedans. Est-ce que vous voulez conserver votre emploi? T'sais? Ça, c'est souvent ça. On se dit, est-ce qu'on part dans une bataille ou est-ce qu'on a la chance de changer d'entreprise? Et je vous dirais, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre maintenant, les entreprises doivent absolument offrir un milieu de travail qui est bon, qui est intéressant pour essayer de rester attractif. Parce que maintenant, les gens, aujourd'hui, en 2022, ont le choix. Quoique, on est peut-être à l'aube d'une récession, il y a peut-être un ralentissement économique qui s'en vient. Je ne suis pas devin, mais il y a certains indicateurs qui présagent ça. Donc, faites le mot au moment opportun et selon les meilleures conditions, si bien sûr, vous décidez de changer d'emploi. Alors, c'est ce qui complète notre 8e épisode. Merci à Caroline Labrie. J'espère que vous avez apprécié. Bien sûr, je vous invite à nous suivre sur les plateformes. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer j'aime ou nous donner une mention sur l'application d'écoute que vous utilisez, que ce soit Spotify, TuneIn, Apple, bref, nommez-les, on est référé pas mal partout. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur benlala.ca et sur notre page Facebook Ben Lala Balado. Alors sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!